Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, votre émission actualité autour des salons Japan Expo préférés. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue. Installez-vous confortablement, prenez de quoi boire, de quoi manger devant votre petit live. On rappelle que l'émission a lieu 2 fois par mois, le lundi à 20h. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines émissions. Comme d'habitude, on vous fera gagner un très beau cadeau ce soir. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin car il y aura aussi beaucoup d'annonces. Mais avant tout cela, je vous présente, vous les connaissez déjà, j'ai envie de dire, Jean-François et Thomas, les cofondateurs de Japan Expo. Bonsoir messieurs. Bonsoir tout le monde. Vous allez bien ? Ça va bien. Bon, ça va super. Et toi, ça va ? Ça va toujours très très bien. Et vous, dans le chat, tout va bien ? Dis-nous dans le chat si vous allez très bien, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours directement de la communauté. On est à J-20. J-20 de Japan Expo Centre à Orléans. Oui, tout va bien donc, Thomas, merci. Ça va salut. Vous êtes dans les temps Tiens, ça me dit quelque chose comme pseudo. Par contre, il écrit tout en majuscule. Il écrit parce qu'il est un peu tour. Et du coup, à 20 jours du salon, tout est prêt pour vous là, tout roule, on est dans les temps, on est un petit peu en retard. Qu'est-ce qui se passe ? Non, ça se passe bien. Il faut. Il y a une nouvelle équipe au parc des expositions, donc on est en train de trouver nos marques avec eux pour justement faire en sorte que sur le festival, ça roule tout seul, mais sinon, non, ça marche bien. Comme on l'a dit la semaine dernière, on est en plein recrutement. Ouais, donc sur le cas. Voilà. On était à 14, on est tombé à 10, donc c'est pas mal. On avance petit à petit. Il y a des cosplays qui sont pas encore finis, il y a de la programmation qui est en train de se boucler, on a plein de choses à annoncer. Il va y avoir beaucoup de choses quand même pour ces petits mais costauds, comme les petits bonbons dont je ne citerai pas la marque. Mais ça va être super sympa. Il y a une belle ambiance qui se prépare pour Orléans. Ça va être fun. C'est quoi l'adresse du parking ? Je commence à répondre, c'est une autre partie de l'émission. Voilà, après. Mais voilà, dans le chat, dites-nous évidemment si vous êtes prêts pour Japan Expo Centre. Quand est-ce que vous comptez venir pendant le week-end, peut-être les 2 jours également. Donc dites-nous dans le chat. À ma gauche, certains l'ont déjà reconnu, c'est Bruno de la Cruz, rédacteur depuis peu, même j'ai envie de dire en chef. Chez Anilant, tu étais déjà rédacteur, journaliste pour le magazine. Bonsoir Bruno. Bonsoir à vous, merci pour l'invitation. Ça va, tu vas bien ? Impeccable, toujours un plaisir. Tu as passé une bonne journée là, Oui, bonne journée. De toute façon, les journées, quand on est journaliste manga, animation, Jap, c'est toujours un plaisir, quoi. Donc, oui. Mais écoute, en tout cas, c'est un plaisir, je pense, de t'avoir avec nous ce soir pour parler de ton métier, de ton rapport au manga, à l'animation, à Japan Expo, de ton poste, voilà ce que tu fais exactement. C'est quoi être journaliste manga C'est quoi ton métier ? Qu'est-ce que tu fous dans ta journée en fait ? Journée à regarder les dessins animés, à regarder les mangas, on le sait. Ouais, c'est vrai. Non, mais je pense que c'est très flou pour peut-être beaucoup d'entre vous dans le chat. Donc voilà, même pendant la partie questions-réponses, si vous avez des questions pour Bruno, n'hésitez pas aussi. Ah oui, c'est ouvert à tous. C'est clairement ouvert à tous. Et ça sera... Surtout à Bruno, si on pouvait avoir une soirée vacances et que c'est que Bruno qui répond aux questions, moi ça marche. Ça marche aussi. En tout cas, ça, ce sera dans une seconde partie de l'émission. Avant cela, vous connaissez, maintenant, vous avez, pour ceux qui nous ont loupé peut-être la première émission, désormais, il y a une petite partie actualité. En début d'émission, donc on parle un petit peu de l'actualité manga animé, histoire de parler un petit peu de notre passion, de montrer un petit peu ce qu'on aime et tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. On va pas parler de tout, on parle tout, évidemment, c'est impossible, évidemment. Qui ont attiré notre attention. On va pas prendre la place de tous les médias d'information. On n'en a pas la prétention, c'est juste. Bruno revient d'Israël pourtant, donc. Voilà. Au cœur de l'actualité. Du coup, je vous propose de commencer avec une actualité un peu plus soft, un peu plus jouasse. C'est les 10 ans de Radiant, de Tony Valente, évidemment, excellent manga. Et l'artbook est sorti il y a quelques jours maintenant de cela en librairie. Il est magnifique, magnifique cet artbook. The Art of Radiant. Et puis, avec une sacrée couve pour redire ce qu'a fait remarquer Bruno en tapant dedans, c'est un hardcover. Des centaines de pages couleurs, d'explications tout simplement autour de l'œuvre de Tony Valente. Tony, il est déjà passé chez Japan Expo, j'imagine bien, un peu plus d'une fois. Plein de fois. Il y a même une fois, on était très contents parce qu'il était là avec les gens de la NHK.
Eh oui, Ouais, c'était, j'avais animé le Working Progress de l'animé d'ailleurs. Et c'est vrai que le parcours de Tony, il est évidemment admirable. Un BDiste qui était chevronné, mais qui a réussi à conquérir le marché du manga. En réalité, il n'y en a pas tant que ça. On parle beaucoup du manga français, etc. En réalité, il y a assez peu de succès. Mais celui-ci est important. C'est lui qui a permis de boucler la boucle, puisque c'est des Japonais qui ont choisi d'adapter en animation une création qui vient de la France. Oui, et qui est fortement inspirée par ce que le Japon a fait. Donc, mais c'est fou. En réalité, ça paraît acquis aujourd'hui de sortir des créations et de réussir. Il n'y en a pas tant que ça, donc bravo à lui. D'ailleurs, dans cet artbook, il invite aussi des jeunes talents. Et ça, c'est à souligner, parce que voilà, c'est quelqu'un qui partage. Tony, tu lui envoies tes projets, il te fait des retours, il est hyper ouvert, et ça aussi, c'est pas courant. Mais la NHK, enfin, c'est quand même juste énorme, parce que c'est comme si France 2, France TV adaptait, quoi. Donc nous, quand on avait appris ça à l'époque, c'était juste un manga français basé sur tout l'amour du shonen qu'il peut avoir pour les shonen japonais, au final. Adapté sur une HK par un réalisateur, mais qui était le producteur, il était fan, mais à fond de Radiant, c'est extraordinaire, donc chapeau. Mais ils ont fait ça de façon quand même assez sérieuse, avec ils ont donné un staff qui avait quand même un minimum de CV aussi, donc parce qu'en réalité les Japonais n'ont qu'à se baisser pour trouver de quoi adapter quelque chose à la télé. Donc ils sont quand même à l'affût, hein. Quand tu remarques, tu vois tous les producteurs, même les tantos en manga, ils sont hyper curieux de ce qui se passe. Nous, on les voit quand ils viennent sur le festival à Paris. Ils vont dans les allées, ils vont voir ce qui se passe, ils vont voir les auteurs, et se demander. Et quand ils voient des choses qu'ils reconnaissent, parce que par exemple, quand ils voient de la BD franco-belge, c'est trop loin d'eux, en fait. Ouais. Mais dès qu'ils voient des choses on sent qu'il y a une vraie curiosité pour ce qui se passe en dehors des frontières du Japon. Mais le manga a été édité là-bas. Le manga a été édité là-bas quand même, bien sûr. En japonais. Puis après, bon, il y avait quand même un petit quelque chose autour de ça. Et puis ils l'ont adapté en plusieurs saisons. Donc, oui. Euromanga qui adapte de la BD au Japon, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de mangas quand même en France, mais il y a très peu de bandes dessinées européennes qui est publiées au Japon. Et donc on a nos amis d'Euromanga qui font ça, et c'est vrai que Radiant, c'était un carton, quoi. Et avant, il a eu un bon succès avec Black Sad, des choses comme ça, mais Radiant, c'était carrément l'étape au-dessus, quoi. Donc en tout cas, voilà, l'artbook est disponible en librairie. Je crois qu'il y a aussi un coffret. C'est énormissime. Et je crois qu'il y a un coffret avec les premiers tomes de la série qui est disponible aussi depuis peu chez les éditions Ankama. Ankama qui sont aussi très présents. Généralement, à Japan Expo, on ne peut pas les louper dans le couloir principal. Mais en tout cas, voilà. On vous conseille vivement de lire Radiant si ce n'était pas déjà fait pour les quelques-uns d'entre vous. L'animé Pluto, adaptation du manga de Naoki Urasawa, arrive à la fin du mois. Donc, très, très vite. Très impatient. C'est une série qu'on attend depuis, je pense, très longtemps. Ça fait quelques années maintenant qu'on est au courant de cette adaptation, qui a mis du temps à montrer le bout de son nez, mais maintenant on y est. Et Bruno, si je ne me trompe pas, il y a un très gros staff de vétérans quand même derrière cet animé. Déjà, la première chose que tu indiques et qui est vrai, c'est que c'est un projet qui est en gestation depuis des années. Et c'est même assez drôle la façon dont il est arrivé, puisqu'il y avait des affiches promotionnelles qui étaient un petit peu montrées comme ça à l'étranger, alors que la production n'était pas tout à fait encore lancée, donc c'était assez marrant. Mais Monsieur Maruyama, fondateur du studio qui produit l'animé, est évidemment un amoureux du manga. C'est quelqu'un qui respecte l'histoire de l'animation japonaise, l'histoire du manga. C'est quelqu'un qui est très attaché justement à ce côté patrimoine. Donc il a pris le temps de bien produire ça. Je me souviens qu'Annecy, c'était il y a peut-être 3 ans ou peut-être 4 ans même maintenant, il y avait un trailer comme ça qui était diffusé, mais d'une façon totalement discrète dans un petit coin. C'est l'un des charmes d'Annecy d'ailleurs. Et puis tout le monde se dit tiens, c'est le premier trailer de Pluto, mais c'est quoi ce truc de fou? Et ils étaient encore en train de chercher des financements, de quoi le produire tout doucement. Et puis et ça sent très très bon. Je crois que ça sent vraiment très bon. Il faut vous intéresser évidemment au manga qui est dispo chez Kana. Si vous vous êtes intéressé à Astro Boy, c'est encore mieux. Mais l'animé semble plutôt très bien produit. Donc je pense qu'on va se régaler. Ça, on pourrait expliquer au public, c'est une réadaptation, une réécriture d'Astro Boy de Tezuka. D'un épisode d'Astro Boy, le robot le plus fort du monde. Et quand on a interviewé Monsieur Maruyama en 2016 dans le cadre des 100 ans de l'animation japonaise qu'on préparait pour 2017, on lui a demandé vous avez une telle carrière, etc. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui quelque chose que vous auriez envie de faire, que vous n'avez pas réussi à faire? Il dit
je n'arrive pas à monter une production pour avoir les moyens d'adapter plus tôt. Parce que il faut savoir que M. Maruyama, il a travaillé sur Yawara, sur Monster, sur Master Keaton. Il était derrière toutes les adaptations de Urasawa et c'est un énorme fan de Urasawa, mais il a aussi été formé par Tezuka. Et donc, du coup, plutôt pour lui, c'était un peu l'adaptation ultime à faire. Et quand on a pu voir que c'était concrétisé, je repensais à tout ce qu'il nous disait à l'époque et je me suis dit, chouette, même à 80xxx années, on arrive à réaliser des rêves. C'est rassurant pour nous. Finalement. Et puis c'est hyper fort pour lui parce qu'il y est arrivé. C'est-à-dire qu'il en parlait en 2016, on est 8 ans plus tard et c'est fait, quoi. Donc, Et puis surtout, ça rappelle qu'un animé, tu le produis pas comme ça en un an ou deux, qu'il faut réunir des staffs, faut réunir de l'argent, faut réunir des sponsors. Mais il attire encore des gens avec lui, Maruyama, il a cette force-là, il est toujours très bien entouré. Et alors oui, il a quitté le gros studio qui était Madhouse, etc. Mais il arrive quand même à avoir des talents avec lui, donc il est admirable. Franchement, il est vraiment admirable. Mais ce qu'il disait à l'époque, en plus, c'est que c'était très difficile à faire produire parce que Monster, c'était un très beau succès, mais que M. Urasawa est très exigeant et que du coup, ça avait été assez compliqué au niveau de la production. Alors, c'est vrai qu'Urasawa, déjà, il a l'œil, il veut, voilà, c'est quelqu'un qui contrôle, mais en même temps, ces adaptations sont tombées entre de bonnes mains. Je crois qu'il y a du bon boulot qui a été fait quand même, malgré tout. Donc, il avait cette chance-là aussi, Maruyama. Donc, je pense qu'il savait déjà, il a repris le Chara Designer, etc. Donc, je savais qu'il était sûr de sa force. Et puis, avec Dream Machine, le dernier film que Satoshi Kon n'a pas pu finir, je pense que c'était vraiment ses deux derniers regrets. C'est à peu près ça, ouais. Bon, en tout cas, la série sort sur Netflix le 26 octobre. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Effectivement, comme tu l'as dit, Bruno, ça sent bon. Donc écoutez, on se fera notre propre avis. On en parlera peut-être dans une prochaine émission si vous le voulez bien. La toile était retournée un petit peu cette semaine sur Twitter notamment parce que Yoshihiro Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, a donné signe de vie. Il a posté une petite page, un petit bout de croquis potentiel prochain chapitre de Hunter x Hunter. Pas de retour annoncé officiellement pour le moment, donc voilà, on va pas s'extasier non plus. Mais la dernière fois qu'il a fait des tweets comme ça, il y a eu un retour de quelques chapitres quand même pour Hunter x Hunter. On imagine le revoir très vite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Faut espérer, parce que quand on a eu la chance d'aller voir l'exposition sur son travail, c'est vraiment un auteur de génie, quoi. Et Hunter, c'est extraordinaire. Ça se réinvente quasiment à chaque bouquin, quoi. Donc, c'est un peu lent. Tu l'as mis à jour récemment, toi aussi. Tu m'as dit oui, suite à l'exposition, je me suis aperçu que j'avais loupé. En fait, je m'étais arrivé au 34, mais ça paraît tellement doucement qu'en fait, je les avais juste loupés, en fait. Donc, effectivement, j'ai rattrapé 35, 36, 37. Et voilà, maintenant, la suite, s'il vous plaît. Ça arrive potentiellement. Super bien. Et puis, il y a de l'actu sur les licences de Togashi. Tout. Dans l'expo, il parlait pas mal de santé aussi. Absolument que ça recommence, là. C'est ça, à son dernier retour, c'est vrai qu'il a beaucoup parlé de ses soucis de santé plus en détail. Donc évidemment, on lui souhaite bon rétablissement et on a hâte de voir ce qu'il va nous cuisiner pour cette suite qu'on attend de pied ferme. Je pense, Bruno, toi aussi, à mon avis, en grand fan d'Hunter. De toute façon, tu es obligé de suivre, même si Hunter, moi c'est ce que je dis toujours, même si ça te sort des yeux, que tu te dis c'est pas pour toi, faut que tu t'y intéresses. T'intéresses, c'est quand même un monstre de talent, il arrive à se réinventer, c'est un très fort dessinateur malgré tout, quoi qu'on en dise parfois sur les réseaux. Donc il faut malgré tout lire Hunter parce que c'est un phénomène et ça suscite quand même quelque chose de fort dans l'industrie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui sont entre guillemets capables d'aller à leur rythme, mais lui il a cette force-là, tant mieux malheureusement parce qu'il y a aussi des gros problèmes de santé derrière. Et il y en a beaucoup, l'air de rien, dans l'industrie. Donc, je suis content de voir que les fans le suivent toujours. Et d'ailleurs, le tome qui est récemment sorti chez Kana se porte bien. Ouais. Donc, ça m'a un peu rassuré de dire, voilà, les gens l'ont pas oublié. C'est une des meilleures ventes. Donc, Hunter, que ce soit en France ou au Japon, c'est toujours un carton. Donc, l'expo, fallait... Même en termes de vente, les derniers tomes étaient vendus. C'était un truc de dingue, quoi. Mais en tout cas, malheureusement, vous ne pouvez plus la visiter, cette expo, parce qu'elle était disponible au Japon pendant un mois, 2 mois, tout cassé. Allez, quelques photos. Elle tourne en ce moment, je crois qu'elle est partie à Osaka. Ok, si vous avez l'occasion de passer au Japon dans les semaines, mois à venir. Franchement, non, elle était vraiment très, entre deux.
C'est ça, peut-être entre deux. Sur la ligne 8, on peut y aller. On y va. Non, franchement, On n'a pas la même vie. c'est clair. Bon, on continue avec une nouvelle saison de Kinnikuman. Oui, c'est vrai, on est en 2023. Ouais. Une nouvelle saison de Kinnikuman. Muscleman, je crois, en français. Muscleman, Ouais. Pour les plus anciens, Ouais, j'ai regardé lui directement, bizarrement. au club Dorothée. Non, c'est par rapport au gabarit, c'est tout. Ouais, Muscleman. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on en pense là de cette nouvelle série Moi j'aime bien. Après, c'est vrai que c'est un délire un peu particulier, donc ça plaît pas à tout le monde. Mais C'est sûr qu'en France, quand c'est arrivé, ça n'a pas plu à tout le monde, ça c'est sûr. Ah, moi j'ai adoré. Ça s'était tellement fumé que. Ah oui, parce que je pense que nous, on avait peut-être une ouverture d'esprit. Bon, c'est un héros qui est un peu particulier, qui est un peu considéré un peu comme moche, un peu comme pâteau, un peu comme fainéant, etc. Mais c'est vrai que si j'en crois, en tout cas les archives, lorsque ça arrivait en France, on avait mal interprété, on pensait que c'était une croix nazie qu'il y avait, etc. Donc il y a eu aussi une censure qui avait été... C'est pour ça que ça s'est arrêté. En Voilà. fait, hein. Donc, on est passé complètement à côté parce que ça fait partie des trucs qu'on a totalement et très mal digéré et du coup on a eu cette mauvaise image sur l'animation Jap et le manga. Mais J'ai à un côté de souvenir ça, avec c'est une super comédie. crevette frite géante. Ah oui, voilà, il y a des choses totalement délurées. la Menman et compagnie, c'est des trucs de dingue. Mais le Yude Tamago a toujours été dans ce genre de délire. Et puis Muscleman, je sais plus à combien de tomes on en a, mais Entre les spin-offs, son fils. C'est les années 70, hein, le manga de base. Je crois que c'est fin 70, donc 80 pour l'animé, 82 peut-être. Mais bon. Donc des bons matchs sympas, rigolos et efficace en vrai. Super efficace. Tu es devant un épisode de ça, tu te régales toujours. On sait qu'il est fumé quand on voit que rien que son pseudo. Yude Tamago. Bah oui, qui veut quand même dire œuf dur. Œuf dur, ouais. Je me rappelle là quand j'étais au Daiba en décembre dernier, il y avait une boutique entièrement consacrée à Kinnikuman. C'était vraiment. Il y a plein de happenings plein les yeux, comme ça. c'était absolument fou. C'est rarement permanent, mais il y a plein de happenings en permanence sur Kinnikuman. Il a dû dériver. Il y arriver partout. Il y avait de quoi faire. C'est quand même un gars qui est venu à Japan Expo, on le savait pas. On l'a su parce qu'il est passé en 2013, d'après nos papiers. J'espère que c'est vrai. Mais moi, il avait pris un stand de son côté, en fait. Voilà. Il est venu c'était un peu comme les amis de Moto Agio qui étaient... C'est ça. Exactement. Mais là, sauf que là, il était tout seul sur son stand. Coucou. Ah bah voilà. Incroyable. Ça c'est à Japan Expo, ça. C'est fou. Et vous étiez pas au courant. Il était là. Ah non, on a à vu Japan bon. Expo. Et vous l'avez su après coup, c'est ça? Ou quand vous étiez Genre le samedi ou le dimanche. En passant devant, et je pense que les gens qui l'ont rencontré à ce moment-là, ils ont eu le meilleur moment de leur vie parce qu'il n'y avait pas tellement de pression de gens, puisqu'on ne le reconnaissait pas forcément. Côté, même aujourd'hui, malheureusement, Kinnikuman n'est pas assez populaire pour en France. Ça crée un mouvement de foule, mon cher Thomas. On a un rédacteur fou dans le chat, c'est très très drôle. Et voilà, non mais c'était juste un moment fou. Après, quand on a annoncé, parce qu'on a fini par le découvrir, donc l'annoncer sur les réseaux, ça s'est un peu vengé. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des souvenirs pour la vie de leur temps qu'ils ont passé avec lui, quoi. Mais il faut savoir que quand j'arrive sur Paris, la première chose que je fais quand je découvre Japan Expo physiquement, c'est parce que à chaque fois on entend alors parfois ce sont des rumeurs, parfois c'est faux et parfois c'est vrai, et je fais tous les stands comme ça. Je cherchais, je regardais les visages et tout. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle? J'étais complètement à fond. C'est jamais. C'est vrai qu'au détour d'une allée, on peut croiser Yude Tamago. Pas que. Et pas que. Mais ouais. C'est fou. Et on avait aussi noté que Mamoru Yokota, invité de Japan Expo 2022, travaille actuellement sur la nouvelle série. Ouais. Donc ça aussi, bon, pour faire un petit lien avec Japan Expo. De l'autre côté, c'est un peu le problème qu'ils ont en ce moment. Dans l'animation, c'est pour trouver des gens qui dessinent des gars bien musclés. Des gabarits. C'est pas facile. Donc Yokota, qui est un vétéran, a effectivement été sur les rangs dans les premiers, quoi. On continue avec la news suivante et on va parler de Manga Plus, la plateforme de Shueisha pour lire vos mangas officiellement. Et on a appris une nouvelle cette semaine, c'est que Manga Plus va proposer des formules payantes. Là, pour l'instant, c'était totalement gratuit. On pouvait lire les 3 derniers chapitres de nos séries préférées, pour certaines en français, pour d'autres en anglais ou dans d'autres langues. Qu'est-ce qu'on en pense un petit peu? Alors, très, très brièvement, je crois qu'il y a un abonnement à 2 €, un abonnement à 5 € pour avoir plus ou moins de chapitres. Globalement, c'est ça. Est-ce que c'est un grand mouvement dans l'industrie ou pas spécialement, Bruno? En vrai, on aurait pleuré pour un prix aussi bas de pouvoir mettre la main sur autant de titres.
En réalité, on aurait pleuré pour ça. Bon, c'est en anglais, donc pour certains, ça va être évidemment un peu difficile, mais c'était inimaginable pour si peu d'avoir un catalogue aussi fou. On parle de toutes les séries complètes. Donc moi, il y a du patrimoine qui m'intéresse forcément. Après, à partir du moment où tu fais payer, tu vas aussi avoir des gens qui vont quitter. Ça, on comprend, c'est normal. Bon, faut voir jusqu'où on va aller pour la version française, parce que ça restera le Après, c'est rassurant aussi, parce que ça veut dire que dans la tête de Shueisha, ça devient durable. Parce que quelque chose de gratuit, on sait, il y a une économie derrière pour le faire tourner, c'est pas magique. Et du coup, même si c'est pas forcément agréable pour tout le monde, à un moment donné, si c'est payant, ça veut dire qu'ils ont vraiment une stratégie, ils vont se déployer, ils vont se développer là-dedans. L'intérêt, par contre, c'est qu'ils ont décidé d'y entrer par le petit prix, versus certaines autres offres, ou versus le freemium, où on s'aperçoit que ça a l'air gratuit, puis en fait, plus on rentre dedans, plus c'est cher. Et ça va faire une méthode d'accès au manga supplémentaire. Sachant que l'hebdo reste gratuit. Les 3 derniers chapitres restent gratuits. C'est pour accéder à plus de chapitres plus anciens. Plus vite, plus rapide, enfin plus vite et plus de quantité. Et si ça tourne, il y a très forte chance que le catalogue s'enrichisse encore, parce que si on prend le catalogue Shueisha et tout ce qu'il y a derrière, c'est... Et les derniers chiffres des bilans économiques au Japon font état d'une hausse du numérique, dans le sens où les gens se tournent de plus en plus vers le numérique, une chute des magazines de prépublication. Est-ce qu'on n'est pas un petit tournant, l'air de rien, encore un petit peu plus? Je sais pas. Vu de la France, attendre. ça fait marrer, parce que chez nous, le numérique, on est très en retard là-dessus. Le numérique, il est à l'ouest. Mais peut-être que pour la nouvelle gêne, tu vois. Ouais, mais ça arrivera forcément. C'est juste que, en tant que vieux, qui prennent leur temps, parce que je suis pas prêt. Mais il y a certains titres, tu vois, s'ils sont uniquement disponibles en démat, eh ben tant pis, tu vois, l'œuvre reste plus importante malgré tout que l'objet, selon moi. Oui, puis alors, mais moi, quand j'ai commencé à faire du manga, ma collection de mangas, elle prenait pas beaucoup de place. Maintenant, vu la quantité qu'il y a tous les mois, j'avoue, j'étais pas ultra fan de numérique, mais il y a plein de séries que j'ai envie de lire, mais j'ai pas forcément la place pour les stocker ou quoi que ce soit. Donc, en ça, moi, je vais cibler et acheter uniquement en papier ceux que j'ai envie de conserver et relire plus tard. Et les autres, on peut juste le lire en numérique, c'est très bien, quoi. Parce que le simulpub, même pour les très très gros titres, ça fonctionne pas beaucoup en France. Donc, Et c'est clair. Et je crois qu'il y a quelques minutes, on a vu une photo de Yu Saito et Yuta Momiya à Japan Expo. C'était cette année, par l'an passé, la dernière édition. Les Tanto. Qui sont les Tanto de manga. Tu les as rencontrés? Pas moi personnellement, non. Mais quelqu'un de l'équipe, oui. Donc voilà, vous pouviez du coup assister à une conférence, à plusieurs conférences même. Sur le métier d'éditeur de manga au Japon. Et c'était a priori assez passionnant. Malheureusement, nous, on est occupés. On l'a raté. Mais on vous donnera le dérush alors. Avec plaisir. Allez, on continue avec un nouveau jeu vidéo qui est sorti, tiré d'une licence de manga. Vous l'aurez peut-être vu là, juste derrière Bruno. C'est Dragon Quest The Adventure of Dai Infinity Strash, le nouveau jeu de la licence. Il y a beaucoup de gens qui aiment Dai ici. La quête de Dai, effectivement. C'est important de l'évoquer en jeu vidéo. Jean-François disait que sur Internet... j'ai vu un peu les deux. Il y a beaucoup d'invités qui le clashent, parce que voilà, puis il y en a d'autres qui sont plus modérés. Donc j'attends de l'avoir entre les pattes pour voir ce que ça donne. Ce qui est intéressant pour ceux qui ont le Game Pass, c'est qu'il sera inclus dedans. Donc du coup, vous pourrez le tester tranquillement. Mais si on m'avait dit, il y a 25 ans, qu'un jour, je pourrais jouer à un jeu de Dai... je signais tout de suite. Donc, même s'il n'est pas extraordinaire, je pense que je me le ferai juste pour le trip, quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est clair, il sera disponible sur toutes les plateformes, tout ce qui est PlayStation, Xbox, Switch. Ça commence avec le combat contre Baran, toi. Puis après, on fait un flashback, parce que c'est le fameux moment où il efface la mémoire de Dai. Et voilà, quoi. Donc c'est plutôt bien vu comme narration, parce que c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans le manga. Donc c'est cool. Et tu joueras et tu nous diras peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines. Non, il y a déjà pas Expo Centre, t'as pas le temps. Je vais... Là, ça va être un peu compliqué. Après Japan Expo Centre, on essaye de... Tu essaieras d'y jouer et de nous en parler. En parlant de Japan Expo Orléans, on voulait parler un petit peu de l'agrandissement de l'espace de dédicace du jour. Voilà. C'est qu'on a été obligé... à notre grand... On a été très mon Dieu. Voilà, d'agrandir l'espace dédicace de Japan Expo Orléans. Mais pourquoi ça? Et voilà, exactement pourquoi. Parce qu'il y a trop de dédicaces, trop d'invités. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que
grosso modo, il y a 50% de plus de séances de dédicaces que l'année dernière, donc on est plutôt content. Et bon, il y en a plein qui vont arriver. On va voir dans les annonces, voilà, mais on annonce pas mal de tout à l'heure, mais de nouveaux. C'était marrant. Et ça s'est fait vraiment en mode ah là là, ça rentre pas comme on fait. Et lui là qui passe derrière fait bah là on pousse, ça passe, allez on y va. Oui, bah il y a 15 jours, on avait quand même teasé un artiste. Ce matin, pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, ils ont eu une avant-première, puisqu'effectivement, cet artiste qu'on va annoncer, c'est un seiyuu. Et comme on n'arrête pas de nous dire « Ah, Japan Expo, les seiyuu, quand est-ce que vous en faites venir ?» Et voilà, on est très, très content de vous dire « Restez jusqu'à la fin de l'émission. On va vous parler seiyuu. » C'est vrai qu'il y a eu beaucoup aussi de teasing il y a 2 semaines. Avec les fameux bips à droite à gauche. Exactement. Il y aura peut-être des réponses. Bip qui nous ont causé des problèmes qu'on n'avait pas vu venir. Faut le dire. Qu'est-ce donc je peux en parler enfin, c'est juste que comme il y a des bips dans la vidéo, a priori les robots de YouTube ils l'ont détecté. Et tout ça, ils les détectent et ils pensent que du coup c'est des insultes ou des choses comme ça. Et elle a perdu en potentiel de reach juste à cause de ces. Incroyable. Comme quoi, faut faire alors que donc la prochaine fois, on fera des silences. Voilà. Le monsieur dira et je viens accompagné de. Voilà. Parce que c'est ça au moins. Ils n'ont pas bip. C'est clair. Un truc de fou quoi. Alors on l'a vraiment pas vu venir. Clair qu'on pouvait difficilement le voir venir. Voilà, c'est un petit peu l'actualité de ces 2 dernières semaines. J'espère que ça vous plaît un petit peu cette nouvelle petite. Oui, mais après, pour toute l'actualité, il faut aller voir les professionnels. Hein. Il y a Animeland qui est là, hein, donc on va en parler. On est nombreux. C'est vrai que suivre l'actualité, mais ce soir, t'es tout seul. Donc, voilà. Ce soir, c'est toi. C'est ton soir. Ce soir, c'est ton soir. Eh bien, ça tombe bien, parce que ça va être le sujet de ce soir. On va parler de Bruno de la Cruz, mais aussi de Animeland. Bah, du coup, c'est parti, petit jingle invité. C'est après. On attaque la partie invitée de cette semaine et on va parler avec Bruno de la Cruz, nouveau rédacteur en chef depuis peu, depuis quelques mois. Une autre actu en fait, tu vois, t'as trop de jingle. C'est ça. Alors pour être tout à fait correct, co-rédacteur en chef des magazines Animeland avec ma collègue Joséphine Lemercier que je salue si elle est là. Oui, c'est tout frais depuis cet été, oui. Et parce qu'avant, tu étais déjà rédacteur. Ah oui. En fait, mon premier jour chez Animeland, c'est le dernier jour de Olivier Fallet, juste pour vous aider un tout petit peu à situer. Donc, peut-être pour les gens qui ne savent même pas forcément qui est Olivier Fallet, qu'on embrasse. Oui, donc Olivier Fallet, qui fait partie des historiques d'Animeland, rédacteur en chef historique d'Animeland, qui travaille aujourd'hui pour Crunchyroll France. Et donc, on est en 2013. Je viens d'obtenir ma première pige, qui est un portrait de Togashi, d'ailleurs. La classe. Voilà. Et alors en fait, pour juste la petite histoire rapidement, c'est que moi, je n'ai pas fait d'école de journalisme à ce moment-là, mais j'arrive sur Paris avec 2 objectifs en tête, aller voir l'équipe et aller voir Animeland. Parce que moi, je suis un gros cliché, hein, c'est manga, foot, Marseille. Donc vraiment, cette équipe-là, d'accord. Oui, voilà. Moi, je suis Marseillais, donc allez l'OM. Moi, je pensais que tu parlais de l'équipe d'Animeland. Et du coup, voilà. Alors, depuis que j'ai 13-14 ans, c'était le métier que je voulais faire, mais j'arrive à Paris pour ça. Et évidemment, ça se passe pas comme ça. L'équipe me dit, bah, t'es bien mignon, mais il y a tout un procédé à faire. Tu peux pas arriver comme ça dans les locaux. Et Animeland, j'ai fait un petit peu comme ça, mais avec beaucoup de propositions, d'articles, etc., etc. J'ai insisté, j'ai forcé, j'étais le gros boulet. Et puis j'ai obtenu ma première pige, j'ai pu rentrer dans une école de journalisme ensuite pour m'améliorer. Et j'ai commencé à écrire, donc ça fait maintenant 10 ans que j'écris pour le magazine. Et depuis l'équipe j'ai toujours continué à côté. J'ai pas réussi à rentrer à l'équipe, mais j'ai pas mal travaillé dans le sport quand même. Et je voulais qu'on parle un petit peu aussi de ton rapport aux mangas, aux animés. On a aussi un très gros fan d'animés, on parle de manga depuis tout à l'heure, mais aussi d'animés. Comment tu as découvert ça? Avec quelles œuvres? En fait, quand ton enfance, j'imagine, mais... Je vais essayer d'être rapide. Moi, c'est grâce à mes 2 grands frères. J'ai 2 grands frères. Et en fait, on m'a tout de suite tourné vers Ninja Scroll, vers Metal Hurlant, vers Akira. Et j'ai grandi avec un cinéma violent et j'aime beaucoup ça. J'ai grandi aussi avec des films mafieux.
Alors j'ai regardé des conneries d'enfants aussi quand j'étais plus petit, tu vois. Mais mes deux grands frères et mon père m'ont mis des films comme ça entre les mains et ça m'a passionné. Violent et mafieux. Ouais, tu vois, les films de Scorsese, où il était une fois en Amérique. Et tu viens de Marseille. Et je viens de Marseille. Et j'ai grandi en Corse. Ah ouais, et t'aimes le foot et les... Voilà. Ok. Et en réalité, c'est pour ça que... Salut, ça va? Oui, bon, très très bien. J'ai Reste calme. J'ai vos adresses. J'ai les adresses de tout le monde, donc ça ne me dérange pas. Vous avez intérêt de l'acheter. Qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, tout ce penchant-là dans l'animation, je ne l'avais pas, hormis dans l'animation japonaise. C'est pour ça que Ninja Scroll, je me régalais, ou tu vois, voilà, Kawajiri, etc. Bref, et en réalité, je déménage à ce moment-là à Paris, et je découvre un magazine avec Lane en couverture. Et Lane, c'était un des animés qui me fascinait le plus, mais je comprenais rien. Voilà, j'étais pas une lumière. T'avais quel âge à ce moment-là? Parce que Lane... J'arrive à Paris à 13 ans. Et j'adore. Lane jeune, hein. Ouais. Pim. Bah, les 2 premiers épisodes, un suicide, une fille qui se met une balle dans la tête, c'était génial. Donc je dis, oh, ok, qu'est-ce que c'est? Et puis, donc, le magazine m'explique ce que je suis en train de voir. Et c'est là où je dis, ah, mais c'est génial, c'est fantastique. Qui fait quoi? Quels sont les artistes? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Japon, c'est différent de la France. Et j'ai dit, apparemment, il y a des gens qui, c'est ça leur métier, c'est d'expliquer les animés, c'est de les décortiquer, de parler des artistes, des interviews, les animateurs. Tout ça me paraissait extrêmement flou à l'époque. Ça m'expliquait pourquoi est-ce que Dragon Ball, un coup c'était beau, un coup c'était pas beau, un coup ça bougeait bien. Bref, et j'ai dit, je vais suivre ce magazine. Donc c'est comme ça que je tombe. Le magazine m'a expliqué ce que je voyais. C'est vrai que c'est un métier absolument incroyable. Surtout quand t'es gamin, je pense. Moi, je sais que par exemple, Animeland, on en parle. Quand j'étais petit à la médiathèque, il y avait tous les nouveaux numéros qui arrivaient dans ma médiathèque, dans ma petite ville. Et ce qui fait, je suis pas rentré chez Animeland et je suis pas devenu journaliste comme Bruno, mais c'est vrai que ça m'expliquait ce que je regardais un petit peu. T'habitais où? J'habitais à Lyon, périphérie de Lyon. Bon, ça va, t'étais encore quand même une grosse ville. Alors, même si je suis né et que j'ai grandi à Marseille. Ouais, parce que Marseille, c'est pas la plus petite ville de France non plus. Hein. Mais en réalité, on avait 1 ou 2 boutiques, on avait un peu d'import japonais, mais c'était beaucoup Dragon Ball. Tu vois, c'était beaucoup ces gros noms-là. Après, quand je vais en Corse, j'ai beaucoup moins accès à tout ça, ne serait-ce qu'au manga ou à la presse spécialisée. Donc, c'est grâce à Paris, en réalité, que j'ai pu vraiment mettre les mains dedans. Et puis, commencer un tout petit peu. Il y a des conventions, il y a des festoches, on peut aller voir des artistes, c'était des choses incroyables. Pour parler un petit peu plus de Animeland, peut-être sur l'historique un petit peu, c'est... Vous avez là un petit bout de la collecte perso de Jean-François, là, quand même. C'est Jean-François qui nous a ramené toute sa petite collection de... C'est parallèle. Il y a quelques numéros qui me semblaient assez emblématiques. Moi, le premier que j'ai acheté, au final, c'est le 7. Parce que il y avait Madoka en couverture et à cette époque-là, je n'avais Dieu que pour elle. Donc évidemment, je vois ça en convention et je me dis mais qu'est-ce que c'est? Et donc c'est le premier Animeland que j'ai acheté. Après j'ai rattrapé mon retard parce que j'ai rattrapé les anciens numéros, etc. Et pour moi c'était assez impressionnant de voir tous ces articles qui t'expliquaient effectivement, qui te racontaient plein de choses. Et ça en est à un point tel que moi-même derrière j'ai fait des fanzines. Mais à l'époque, effectivement, on avait Animeland, on avait Tsunami, dans lequel j'ai écrit d'ailleurs. On avait le fanzine de mon ami François Jacques, les Ferry Pub, voilà, et tu vois, au passage, et donc le fanzine de Jean-François, voilà. Mais en vrai, c'est super passionnant parce qu'aujourd'hui, on va dire que l'équivalent, j'essaie de grossir les traits, mais l'équivalent de ça, c'est quelqu'un qui va lancer sa chaîne et qui va parler des animés ou des mangas qui... Bien sûr, Internet. C'est un petit peu l'équivalent. Là, il y avait quand même des gens qui arrivaient à se mobiliser. Alors, Animeland, c'est un fanzine à l'origine, donc c'est vraiment un fanzine. Des gens, le plus jeune, Cédric, il avait 16 ans en plus à cette époque-là, je crois. Donc vraiment, c'est de photocopier, d'attacher de façon très artisanale et puis de traiter de quelque chose qui était méconnu. C'était vraiment totalement méconnu. 1991, Animeland, imaginez donc parler d'animateurs clés, de chara-design, de... Ça paraissait très niche, déjà très niche pour les... Tu parlais de photocopie, etc. C'est très vrai, c'est qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui parce qu'il y a des défis techniques quand tu te lances en tant qu'influenceur. Il faut la vidéo, le machin, etc. Mais à l'époque, déjà la mise en page, les ordinateurs... Moi, quand j'ai rencontré notre associée et ma femme, donc Sandrine, elle faisait des fanzines sur Amstrad 6128. Et comment elle faisait? Elle faisait des trous, puis après, elle découpait les trucs, elle les collait, elle les photocopiait. Donc ça donne des trucs, effectivement, quand on regarde le numéro 1, les images sont pas très jolies. Mais à l'époque, on n'avait que ça. Et surtout les sources. Et les sources, quand tu allais sur Internet,
vaguement avec ton 33K, t'avais des images grandes comme ça, tu peux rien faire. Et avec la digitalisation, même la reproduction sur papier, moi je me souviens, on allait au quartier de l'Horloge là, à Paris pour faire des photocopes. C'était pas le même délire que ce qui sort maintenant et pour des prix qui étaient bien importants. Animeland le nom d'Animeland vient d'une rubrique d'Animage et en fait on prenait les magazines japonais pour se nourrir, pour avoir des bases de données parce qu'il n'y avait que ça. Et puis en réalité c'était le mieux puisqu'on partait de la source Jap, donc idéal en réalité. Et puis on les traduisait aussi. Alors je dis moi j'étais évidemment pas là. Je pense à. Là t'es un peu représentant. Je pense à Yvan Ouest-Laurence. Yvan, les premières fois qu'on s'est rencontrés avec Yvan, avec Olivier, etc., c'était dans des conventions. Yvan d'Animeland. Nous à côté on promouvait notre association. Et puis après on a fait les fanzines, des machins, etc. Et voilà, on s'est rendu compte après qu'on avait le même système parce qu'effectivement on achetait les magazines japonais. Nous, on n'avait pas de traducteur, donc on imaginait parfois des trucs qui ne sont pas révélés toujours vrais. La force d'Animeland à ce moment-là, c'est aussi c'est Ilan, c'est Pierre Giner, Vincent. Donc, ce sont des gens qui parlaient japonais, qui étaient capables d'accompagner des invités japonais en France. Enfin, ça a été très, très important pour ça. Moi, j'ai commencé avec le 7, mais un qui m'avait marqué aussi, c'était le 10 avec Takeru. On en parlait parce que là, on avait des... Waouh, un manga en couleur pour la première fois, puis c'était pas accessible en France, etc. Puis voilà, c'est du terre à savoir. Du coup, là, en plus, vous avez les sources, et automatiquement, ça prend une autre tête. Dès le premier numéro, tu as Moebius en interview déjà. Alors où tout le monde te dit que les mangas c'est de la connerie, l'animation Jap c'est dangereux, lui te dit non, c'est des monstres, il y a du talent. D'ailleurs Otomo, tout ça, adore Moebius. Donc oui, ça a un petit peu légitimé, peut-être le mot est un peu fort, mais cet art, en tout cas cette industrie. Et puis oui, il y a eu des avant-premières, il y a des interviews qui ont été menées au studio Ghibli au tout début. Donc et puis surtout c'était une époque où les Japonais contrôlaient aussi beaucoup moins, ça leur paraissait un petit peu... ces gens-là, ils veulent me parler, pourquoi donc Je sais que ensuite ils sont devenus de plus en plus exigeants, vite, voilà. Mais ce qui est génial en fait, c'est que si vous reprenez toute l'histoire d'Animeland, on en a souvent parlé avec l'histoire de Japan Expo, mais si vous reprenez toute l'histoire d'Animeland, vous verrez grandir l'accessibilité en fait au sujet, par la diversité des sujets, par même l'épaisseur des mags, on voit, et ça a marqué toute l'histoire, tout le développement de l'animé à un moment où, comme tu le disais tout à l'heure, personne connaissait ça. Quand nous, on a commencé, on ne pouvait pas en parler avec nos voisins, quoi, parce que tu disais, tiens, et toi, t'as vu ça? Le mec en face, il te regardait de... Qu'est-ce que tu me parles? Encore une fois, une époque où Internet n'est pas encore démocratisé comme aujourd'hui. Hein. C'est absolument fou d'avoir autant de... On peut dire que c'était pas démocratisé, parce que c'était pas tout à fait, c'était balbutiant, quoi. Même sans parler de ça, c'était même de la curiosité artistique, c'est-à-dire c'est comme si aujourd'hui, tu vois, quand tu vas proposer un manga à un jeune lecteur, ça va quand même lui évoquer quelque chose, qu'il aime ou qu'il aime pas, ça va lui évoquer quelque chose. Là, on partait d'une feuille totalement blanche, à part 2-3 morceaux d'animé ou de manga, mais c'était trop brumeux pour les gens. Donc non, le magazine a été important pour ça. Alors attention, on fait pas un effet, c'était mieux avant. Hein. C'est vachement plus sympa maintenant où on a accès à tous les mangas, on a accès à tous les animés et c'est hyper cool parce qu'il faut jamais l'oublier. Mais c'est vrai que c'est venu d'un moment où voilà, quoi, c'est des gens qui se sont réunis ensemble parce qu'ils voulaient parler d'un truc dont personne ne parlait. Comme nous, on s'est retrouvés grâce à ça. Il y a des communautés qui se sont formées, les premières communautés sur Internet, les Caramel et autres. Là, c'était des époques où on se rend pas compte, mais c'était ça, quoi. Tu te promenais avec quelque chose comme ça dans la rue, on te prenait pour un starbé, quoi. Ah ouais. Mais un vrai. Hein. Je veux dire, il y a eu des trucs dans les médias qui sont passés où on nous décrivait. Ah oui, quand je refeuilletais, là, il y avait un truc sur justement le reportage de Jean-Jacques Benex sur Otaku. C'est super parce que le premier fanzine que j'ai fait, on avait quand même eu la riche idée d'appeler ça Otaku New Wave. Parce que moi, j'avais vu Otaku No Vidéo, pas parce que j'avais vu Jean-Jacques Benex. Et du coup, on a vite changé de nom. Mais on avait le chic quand même. Parce que l'association, elle s'appelait SDFC parce qu'on était fan de Macross, donc Super Dimensional Fortress Club. Et dans les conventions, tout le monde nous disait vous faites des trucs pour les SDF, c'est bien. Non, c'est pas le SDF Club en fait, c'est. Donc, au début, voilà. C'est pas très fort les noms. Et voilà, et puis du coup, on voit le fanzine qui est devenu magazine de référence. Magazine, le premier. Hop. Ça y est, là, on est professionnel à ce moment-là. Et avec des gros noms, là, je vois sur la couverture et tout. Non, c'était 1996.
Donc là, ça y est, le magazine commence à grossir ses rangs déjà. Il y a des salariés, il y a des gens qui en vivent. C'est un métier entre guillemets professionnel maintenant. Donc ouais, c'est un tournant important. Il a été mensuel. L'autre tournant important pour nous, c'était celui-là, parce que le tome 66 avec Perfect Blue, c'était trop la classe. Surtout qu'en 4e de couverture, on avait notre première page. Ah, c'est la première, celle-là. Ok. Ah ouais, parce qu'avant, on avait quelques lignes en disant il y aura Japan Expo, etc. Bon, ça, c'est la 2e édition de Japan Expo. Et c'est là qu'on rencontre notamment Eric aussi. Eric Boutard. Et on a un gros souci, d'ailleurs, petite anecdote sur ce visuel-là, parce que le premier dessin qu'on a, il vient de Claire Wendling. Très grande dessinatrice, mais alors, genre, cliché de chez cliché. Ah ouais, tout. Une fille à moitié à poil en string avec des petites dents et des oreilles de chat. Et on fait, ouais, alors ça, dans le genre cliché, je suis pas sûr que les fans vont apprécier. Donc, on a un copain de Guillaume. Un copain de Guillaume qui redessine tout, un dessin en l'espace de 2-3 jours. Et il nous livre le dessin, super, mais il est en noir et blanc. Et donc là, du coup, on nous dit, pas de 4e de couverture en noir et blanc. Donc, j'ai passé une nuit. C'est toi tout coloriser. La première fois que je colorisais un truc, j'étais là, bon, alors oui, alors. Et il n'y avait pas Photoshop à l'époque, ça s'appelait Photopaint. J'en ai sué. C'est dans quel âge? Ça, c'est 2000. C'est pour la 2e édition en décembre. Incroyable. 2000. Et Animeland a fait partie des choses qui nous ont challengé, nous, en tant que Japan Expo. Parce que Eric nous disait à l'époque, mais si vous voulez qu'on ait un partenariat ensemble, parce que c'était vraiment... Enfin, Animeland, c'était ingrat, quoi. Il faut que vous montriez des choses dans le Japan Expo qui vont plus loin que ce que vous faites actuellement dans les conventions. Et on s'est creusé, creusé la tête avec Jean. Voilà, il y a la tête, quoi. Animeland spécial Masami Suda. Et justement, l'exemple que prenait Eric à ce moment-là, c'est toi à cartooniste, nous on a accès à des artistes, etc. Machin, donc c'est normal qu'on parle de cartooniste, mais qu'est-ce que vous faites à Japan Expo pour qu'on parle de vous? Bon, voilà. Et ça a été comme ça pendant quelques années. Il a fait partie, Animeland via Eric, on fait partie des gens qui ont aidé à construire, qui nous ont poussé à construire quelque chose qui a produit le Japan Expo peu à peu, tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est rigolo. Totalement, c'est très beau. Et Animeland aussi aujourd'hui. Donc, merci Animeland, merci Eric au passage. Il y a toute l'équipe. Et toute l'équipe, parce que derrière Eric, c'était toute l'équipe d'Animeland à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où moi, je revenais de réunion avec eux. J'étais, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? C'est pas possible. Il y a une histoire commune du coup, entre Animeland et Japan Expo, si j'entends bien. Aujourd'hui, vous, un petit peu du côté d'Animeland, comment vous vivez un petit peu une Japan Expo toi, par exemple, déjà, le positionnement personnel, c'est que je respecte le travail de mes aînés et l'histoire qui a été créée entre mes aînés et vous. Donc, nous, c'est toujours évident d'être à Japan Expo, déjà, premièrement. Ensuite, c'est avant tout le plaisir d'avoir des invités. Donc, moi, c'est ça, quand je pense à un festival, c'est je veux de la convention, je veux de la conférence. Tu vois, et Noé qui te met un petit mot pour stand-up. Enfin, tu vois, c'est ça pour moi dans mon esprit. Sachant que moi, Japan Expo, la toute première, c'est en 2000, donc très tard. J'ai eu un doute là, j'ai cru de toute façon, moi, j'y suis jamais allé. Non. C'est en 2015. Non, moi, j'arrive sur Paris pour mon 2e passage pour mes études beaucoup plus tard. Donc, j'ai pas connu les premières, j'ai pas connu Champère, j'ai pas connu CNIT. C'est ça, CNIT. J'ai connu ça qu'à travers les discussions que j'ai avec les anciens, parce que je voulais savoir ça se passait comment avant, c'était comment et tout. Donc, mais nous, c'est évident que voilà, il faut être présent, avoir un stand, discuter avec les lecteurs aussi, parce qu'il y a plein de gens qui profitent de Japan Expo pour venir. Du coup, il y a 2 photos où tu n'étais même pas là, en fait. Parce que les mecs qui bossent, ils sont pas là. Les mecs qui bossent, ils donnent des interviews. Ah si, il y en a une de 2022. Sur le 2012, il y a Olivier. 2012, ouais, ça c'est... il y a Steve aussi. Il y a Steve derrière Olivier, ouais. À gauche aussi, il y a Steve. Et à gauche aussi, ouais. Il y a toujours Steve. Il y a Marion en 2018. Trop bien. Mais voilà, c'était toujours un plaisir. Moi, je veux qu'on soit ensemble, je veux que l'équipe rédactionnelle, tout le monde soit là, qu'on profite ensemble. Et puis voilà, c'est cool. Enfin, on y est toujours. Quoi qu'il arrive, on est là.
C'est clair que c'est un peu l'endroit où être en mi-juillet. Quand t'es journaliste manga, à mon avis, il y a beaucoup d'invités assez intéressants. Et ça me fait penser que Yvan me disait, parce que Japan Expo a lieu en juillet, lui, il avait jamais ses vacances en juillet, parce que Animeland était mensuel, donc il fallait à chaque fois faire le numéro pour le mois d'après. Et même si le numéro d'été était double, lui disait, bah non, moi j'ai pas mes vacances, il faut qu'il fasse le numéro de septembre. Donc voilà, il en rigolait beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, Yvan qui est dans le chat. Ah, c'est vrai, Yvan? T'as pas vu, il arrêtait pas de t'envoyer Son pseudo a été craqué là. Ah ouais. Ah ben voilà, Yvan m'a raconté cette petite anecdote tout à l'heure, Voilà. donc ça m'a bien fait rire. Oui, je suis là. Voilà. Ça va. Bien, on le Merci salue. d'être avec nous. Tu disais que... Mais c'est très juste, je rebondis sur ce que dit Ten, ça aussi c'est un tournant. C'est-à-dire qu'à Animeland, lorsque nous on arrive, lorsqu'il y a des invités japonais, lorsqu'il y a tout ça, nous pour le coup on est écoutés parce que oui, on est là, on est presque un peu les seuls à suivre les artistes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui tout s'est tellement ouvert que Animeland n'a plus cette importance d'avant, n'a plus cette aura d'avant, et donc aujourd'hui si vous n'êtes pas Libé, France 3 Limoges, M6 ou quoi, du coup c'est plus compliqué parce que de l'eau a coulé sous les ponts, et puis il faut être un gros Limoges. Je sais pas, c'est vraiment venu France 3 Limoges, quoi. Tu vois, c'est venu d'un coup. Ok. Voilà. Tu disais que le magazine était mensuel, et ça c'était jusqu'en 2013. Il est venu ensuite bimestriel, si je dis pas de bêtises, et en 2018 on passe à une publication trimestrielle. Tu sais pourquoi il faut pas se mentir, c'est déjà parce que le marché de la presse est en chute, et ça touche tout le monde, autant l'équipe qu'Animeland, donc ça c'est tout le monde. Il faut savoir qu'Animeland, ça a quand même été une boîte où il y avait 20 salariés aussi, des graphistes, etc., une tonne de pigistes, des gens qui bossaient au Japon, et puis ensuite on avait lancé un deuxième magazine, Animeland Extra. Donc aussi pour produire tous ces magazines, il faut aussi qu'on les espace un petit peu, sachant qu'on crée des livres aussi en même temps, on fait l'encyclopédie des animés et d'autres bouquins à côté. Donc voilà, mais aujourd'hui Animeland est trimestriel, extra trimestriel, et ça fait quand même 10 numéros par an. Et nouvelle formule. Et nouvelle formule, c'est ça. Elle est là, voilà la ça nouvelle arrive, formule. La nouvelle formule que les précommandes sont ouvertes, donc j'essaie d'être un petit peu droit. Avec Joséphine Le Mercier, ma collègue, on a fait donc cette toute nouvelle formule, et très rapidement, si je peux vous pitcher, l'idée c'est de faire un magazine égale un guide complet sur ce qu'il y a en couverture. C'est-à-dire que là, vous avez... Donc là, c'est du tout Akira. À 80%, c'est du Akira. On est obligé de conserver une part d'actualité pour rester presse, en fait. Là, je vous livre les secrets. Mais du coup, on a passé 1h30 avec l'assistant de Katsuhiro Otomo. On a passé 1h30 avec le réalisateur de Hermitage. Ça va peut-être vous parler, parce qu'on parle beaucoup de Cyberpunk aussi. On a une large interview avec Toshiyuki Inoue. Je salue mes amis de Full Frontal parce que c'est grâce à eux qu'on a pu faire cet entretien. Bref, tout ce qu'il y a à savoir sur Akira, sur le manga, sur le film, sur Otomo, sur les héritiers d'Otomo, c'est là-dedans. Et voilà, j'espère que cette nouvelle formule va vous plaire. On a changé la direction artistique. Vous avez, il y en a en trop. Alors, j'ai pas reçu les stocks, mais promis, je vous en donnerai bien sûr. Akira, il y a bon. Et oui. Du coup, on peut précommander ça où ? Donc sur notre boutique Animeland, tout simplement, vous pouvez y aller. S'il y a un lien à mettre dans le chat. Si le modo peut le faire. Oh, incroyable. Parfait, très rapide, bien vu. Beaucoup. Et ça sort quand officiellement ? Officiellement, ça sort le 11 en kiosque, le 18 en librairie. Vous pouvez vous abonner aussi. Tous les numéros seront comme ça dorénavant. En librairie aussi. On a aussi une part de librairie, ouais. Alors c'est résiduel, c'est tout petit. Évidemment, mais en fait c'est un contenu digne d'un livre. C'est comme si tu achetais un bouquin. Il n'y a rien de périssable très rapidement à part le tout petit cahier d'actualité. Ça a l'air d'être écrit par des gens de goût. Hein. Bon, on a fait appel à quelques anciens aussi. On a fait revenir quelques dinosaures. Bruno Delacroze, il a fait un hommage. Pas dans le micro. Non, il a fait un hommage à Buichi Terasawa. Ça c'est plus que j'ai donné plus la parole à des gens comme Carlo. Alors Greg aussi aurait pu venir. Donc voilà. Donc merci beaucoup de me permettre de présenter cette nouvelle formule qu'on a. C'est dense. Ouais, c'est dense et. À la lecture, je sais pas, mais au poids. Si, on s'est vraiment rattaché à donner beaucoup de textes à lire. On est journaliste, donc on donne des infos avant tout. Donc tout le monde dit qu'Akira c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre ? Pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que ça compte ? Pourquoi est-ce que ça a changé les choses dans l'industrie ? Et tu l'as dit tout à l'heure, mais c'était un de tes premiers contacts avec l'animation. Oui aussi. Alors on le fait pourquoi ? On le fait parce que c'est les 35 ans du film cette année.
aussi, donc il y a une date anniversaire qui nous permet de faire la couverture en fait, parce que sinon les Japonais pu le revoir au cinéma il n'y a pas si longtemps, c'était trop bah bien. oui. Mais moi je l'ai vu avec une préface, une intervention préalable de Olivier Fallet. Bah oui, donc c'est quand même un gros morceau et on s'est dit bah mais c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire maintenant avec Animeland. On veut que chaque bouquin, chaque numéro, on se dise ah t'as acheté le Animeland de Akira, ah t'as acheté le Animeland de... Bon, je vous dis pas les prochains, mais voilà. Là par exemple un magazine comme ça met combien de temps un petit peu à se construire Oh là là. Une grosse fourchette évidemment, j'imagine que ça doit prendre beaucoup de temps. Combien de temps tiens, ça, après toi? Alors là, bonne question. Allez, je t'avoue, je l'ai pas feuilleté, donc je peux pas trop. 144 pages. 144 pages. Ce qui est impressionnant, en fait, c'est que avant, on avait tellement du mal à trouver des images. C'était beaucoup d'images et pas beaucoup de texte. Et pourtant, il y avait des choses très intéressantes. Et là, maintenant, plus ça va, plus vous avez d'analyse, etc. Et je trouve ça passionnant. Après, est-ce que ça passionne suffisamment de gens? Je l'espère pour vous. C'est une vraie question. Parce que, effectivement, dans un monde où on consomme un peu tout très vite, voilà. Mais je sais que moi, pour le coup, c'est des choses que je trouve très intéressantes de pouvoir approfondir les sujets comme vous le faites là, parce qu'un numéro qui serait 80% dédié à chaque titre à chaque fois, c'est balèze. Hein. Ouais, bravo. Du coup, il faudra venir faire une conférence sur un thème en profondeur sur le festival pour accompagner la sortie du moment. Bah, je suis conférencier le reste de l'année, donc avec grand plaisir. Donc, combien de temps? C'est dur à feuilleter comme ça, je dirais... Allez, un bon petit 5 mois. 1 mois et demi. 1 mois et demi? Ah ouais, quand même. Le plus long... Vous êtes combien sur On est deux. Il faut savoir que nous sommes 2 salariés et après il y a une dizaine de pigistes. Ah oui, d'accord. J'ai écrit quasiment, je crois que c'est 130 000 signes. Donc le plus long, c'était les interviews. Et c'est la validation, tout est validé, la couverture est validée par Kodansha. On a de l'exposition, on était à Tokyo pour l'exposition, elle est validée, on montre la mise en page aussi aux gens de Kodansha. Donc nous, on n'arrive pas avec une IA, 3 illustrations faites à l'arrache et on vous vend un bouquin. Et en 1 mois et demi, du coup, tu arrives à avoir les validations des Japonais pour chaque... Non, c'est juste pour la rédaction. D'accord, pour la rédaction. Avec la validation, tu grimpes à 2 mois et demi. Parce que je veux que la couverture soit validée avant de lancer les articles. Parce que si les Japonais me disent non, la couverture c'est pas bon, je fais comment? Bah oui. J'ai un article sur Akira, mais j'ai pas de couverture sur Akira. Effectivement. Disons que dans le nouveau concept, si tu fais un bouquin avec couverture à Akira, mais qui ne veut pas la couverture... En fait, moi, c'est un comportement que je remarque en salon. Tous les gens sont parfois très hypés par la couverture, mais lorsqu'ils feuillettent, ils voient que ce qu'il y a sur la couverture, c'est juste quelques pages. Non, mais maintenant, on veut être le guide ultime sur chaque sujet. Donc, de toute façon, maintenant, la news, elle circule plus. C'est fini. C'est fini. Ça, tu l'achètes dans 2 ans, 3 ans. Je pense que ce sera toujours pertinent parce que les infos sur la production, les infos que nous donnent les animateurs, l'assistant d'Otomo, on a passé 1h30 avec lui. Ce qu'il te dit, c'est de l'or, tu vois. Ben voilà, ça ne mord pas. Alors, qu'est-ce que... Il manque qu'Otomo. Il manque que Otomo dans ce numéro. On a failli l'avoir. Un Otomo offert. Qu'est-ce qui fait pour toi du coup une différence entre un livre sur Akira et un Animeland sur Akira? Tout simplement la force de la presse, on peut l'illustrer. Si vous achetez un livre sur Akira, vous ne pouvez pas l'illustrer. D'accord. Ouais. J'ai des amis qui ont écrit des essais sur Otomo ou sur Akira et ils ne peuvent pas l'illustrer. Du texte. Et nous, avec la presse, on peut. D'accord, oui. C'est ça la plus-value. Il est à combien? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de prix. C'est important, on est à 14,95 maintenant, donc c'est un prix, c'est un vrai prix. Donc je veux que pour 15 balles à peu près, les gens ils aient au moins de quoi lire et que ça les renseigne. 144 pages. 144 pages, dont exactement plus de 100 pour Akira, pour le cyberpunk, et après il y a aussi d'autres sujets connexes. Pardon, on se pose la question, est-ce que Akira est cyberpunk? Oula, vous avez 3 heures. Alors, voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez retrouver ça très bientôt. C'est un super sujet de conférence aussi. Ah bah oui, et je peux te dire que les réponses, il y en a dans tous les sens, de la part d'Otomo, de ses assistants ou d'autres réalisateurs. Et au bureau, on était comme des fous. Mais si, mais non, mais attends, mais il y a ça, mais oui. Voilà. En tout cas, c'est passionnant et on a hâte du coup de pouvoir découvrir cette nouvelle formule avec ce premier numéro. Donc ça arrive très bientôt. Hein, donc... Mais dès que j'en ai, je vous en donnerai, bien évidemment. On n'a pas encore reçu les stocks, c'est pour ça. Et du coup, en tant qu'expert, puisque on peut un peu ramener ça à Japan Expo. À Japan Expo Orléans, là, on va accueillir un monsieur, qui est un grand monsieur d'animation, qui travaille sur une œuvre qui est tout à fait intéressante, qui est Monsieur Nagahama. Monsieur Nagahama, ouais. Et notre... Tout à l'heure, on disait qu'ils n'ont pas d'interview pour les spécialistes, mais si, celui-là, tu vas avoir la chance de l'interviewer.
Oui, alors on a fait les demandes. Moi, de toute façon, dès que l'info est tombée, j'étais comme un fou parce que Nagahama, c'est un talent assez singulier de l'industrie, de l'animation. On va dire qu'on a coutume de dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un micro-ondes, l'industrie de l'animation, c'est-à-dire on réchauffe des formules qui fonctionnent, on va adapter de façon un petit peu fainéante. Il y a de moins en moins de talents. Cette image de micro-ondes. Oui, oui, ça. Tu nous la prêtes? Mais c'est vrai, on réchauffe, hein, on remet des vieilles licences au goût du jour, etc. Et il y a de moins en moins de talents. Tout le monde tire un petit peu la langue pour produire. Et Nagahama, lui, il arrive comme étant un talent un peu singulier. Il fait beaucoup d'essais, il va chercher des choses visuellement différentes. Il s'en fout quelque part de plaire ou de se plier à ce qui fonctionne actuellement. Moi, je vous conseillerais toujours de regarder son adaptation des Fleurs du Mal. C'est quelque chose qui est parfois décrié, qui est parfois adulé, mais il y a toujours un essai, il y a une idée d'aller vers quelque chose de différent. Et pour ça, je le trouve très très fort. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé chez Madhouse, il a aussi travaillé sur Fruit Basket, il s'est régalé d'ailleurs sur Fruit Basket. Il a travaillé sur Utena. C'est moins dans l'expérimental quand même, Fruit Basket. Il apprenait le métier à ce moment-là. Ah oui. Là, c'est pas le réalisateur principal, il apprend le métier, mais déjà quand même c'est quelqu'un qui va pas juste faire ce qu'on lui dit de faire. Donc moi je vous conseille de voir si possible les Fleurs du Mal parce que c'était aussi un gros tournant. Dans le chat, je vois beaucoup Mushishi, évidemment. Mushishi, voilà, c'est ça, peut-être son œuvre phare, pas celle que je préfère, mais c'est peut-être son œuvre phare, qui est basée sur un très très beau manga, d'ailleurs, qui est disponible en France, sur lequel a travaillé Otomo pour la version live, d'ailleurs, permet de faire un petit raccourci. Et puis après, il va faire des œuvres qui sont parfois totalement folles visuellement. Je pense à The Reflection, par exemple, qui est disponible en France. Ça n'a pas la personne, hein, The Reflection. Il y a peut-être 2 personnes en France qui l'ont eu. C'est un récit de super-héros qui est un petit peu imaginé avec Stan Lee. Mais là, pareil, il va chercher des tests visuels, il va chercher des designs. Alors, c'est avec Monsieur Umakoshi, donc, qui est le chara-designer de My Hero Academia, notamment. Et donc voilà, vraiment, moi je le range dans la catégorie, dans la famille des réalisateurs qui ont une vision artistique, qui essayent de faire des choses un petit peu différentes. Et là, avec Spiral, donc Uzumaki, qui l'adapte actuellement, on est typiquement dans la carte d'identité de Nagahama, c'est-à-dire de chercher encore quelque chose, parfois de dérangeant. Vous savez, quand tu vas regarder un animé, t'es pas tout à fait à l'aise, t'es perturbé. Uzumaki, c'est un petit peu ça, tu vois, c'est ça dans le manga de Junji Ito. Aller chercher Junji Ito pour se sentir mal à l'aise, ça commence bien. Regarde les adaptations qu'on a eues de Junji Ito, elles sont quand même pas folles. Tu vois, elles sont hyper travaillées pour le format animé. Et lui, a priori, justement, là, on va être dans quelque chose qui sera très proche de l'univers. Mais tout en ayant la patte Nagahama, tu vois, c'est-à-dire qu'il te prend pas un copier-coller, il te prend pas la case du manga, il te la met sur un écran avec un peu de son, non. Il a l'œil pour ça, donc moi il faut toujours être curieux, il faut pas tout le temps regarder un animé parce qu'il vous plaît ou pas, intéressez-vous aux gens qui sont derrière, apprendre qui est derrière l'écran, ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'il y a à l'écran. Et je pense que Nagahama, c'est l'un des meilleurs exemples pour ça. Quelqu'un qui a quand même un CV, qui a de l'expérience aussi, qui a une belle personnalité, si j'en crois les quelques amis français qui l'ont côtoyé. Donc, Et on pourra le rencontrer à Japan Expo Orléans. Voilà, 28-29 octobre, donc ce sera avec plaisir, je pense, pour la plupart d'entre vous qui seront sur place, d'aller vous faire. Et du coup, sur une œuvre où tu es quand même assez dithyrambique sur l'artiste, toi, on a dit tout à l'heure, tu vas l'interviewer. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots comment tu prépares une interview comme ça, parce qu'il y a l'air d'y avoir tellement de sujets, tellement de choses que tu vas pas, à moins qu'on nous ait pas dit, mais tu vas pas passer 4 heures avec lui. Donc, si, justement, il est tellement on va peut-être le mettre sur scène alors dans ce cas-là et tu feras la conférence. Voilà, ça ira mieux. Alors je range toujours les interviews en 2 familles. Soit vous avez une catégorie pour faire toute la carrière du monsieur. Donc là, si vous avez un peu de temps, vous allez de ses débuts jusqu'à sa fin en faisant des crochets en faisant des arrêts plutôt sur ces très très grosses œuvres. Soit vous intégrez l'entretien que vous avez dans un dossier plus large. Et là, en l'occurrence, nous on travaille sur Madhouse. Et donc, comme c'est quelqu'un qui a bien connu Madhouse, on va un petit peu aller creuser dans cette époque-là. Comment ça se passe à cette époque, parce qu'on entend beaucoup de choses sur Madhouse, on a l'impression que c'est uniquement un studio violent qui avait des OVA ou des films violents. Alors c'est pas uniquement ça. Donc là on va plutôt travailler sur une période, on a récupéré d'autres témoignages, on a interviewé des personnes qui l'a côtoyé, donc on monte un petit peu les informations comme ça. Ensuite on vient toujours avec des plans, avec un matos, là sur cet épisode, cette scène là, comment est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous arrivez à ce résultat. Donc on essaye de l'animer un petit peu, parce que parfois
Un invité va te dire oui, non, je sais pas, ça dépend. Et parfois, il y a un tiré. Ikuhara, moi, c'est la seule interview de toute ma vie. Pourtant, immense réalisateur, c'est la seule interview que j'ai pas pu utiliser parce qu'il m'a dit 3 mots en 20 minutes. Donc j'étais hyper triste. C'est dur. Mais voilà. Donc soit on fait vraiment toute une carrière, soit on l'isole pour un dossier et on ne demande pas de dédicace en fin d'interview. Ou si on le fait, c'est pour faire gagner un magazine comme on l'a fait avec Monsieur Ojo qui a très gentiment accepté. C'est pour ça qu'on a fait gagner le Animeland dédicacé par Monsieur Ojo. Ah, ça c'est bien, c'est pour les fans. Oui, toujours, on essaie toujours. Et puis surtout, si nous on apporte un petit truc, c'est mieux aussi. Ça c'est quelque chose que j'ai appris pendant que j'ai appris mon métier tout simplement. Déjà que ce sont des gens qui travaillent presque pour nous, parce qu'ils produisent des œuvres pour nous. Si nous en plus on arrive, on leur demande quelque chose en plus pour nous en cadeau, alors que déjà ils passent leur vie à travailler pour nous, je trouve que c'est injuste. Effectivement, écoutez, on pourra... Alors, on va le découper, ce truc-là, on va le passer en boucle dans les salles presse de Japan Expo. Maintenant, attention. Non mais attention, je dis ça, j'ai aussi fait l'erreur, moi aussi je voulais mon dessin, moi aussi je voulais mon truc, mais après... c'est bien, en fait, tu l'as bien justifié, voilà. Il faut se mettre... Notre métier, c'est de parler du travail des autres, pas de profiter de nos privilèges, toujours en venant et en grattant, quoi qu'il arrive. Donc, parfois il y a des surprises, parfois il y a des sucreries, on les prend aussi volontiers. Mais je pense aux artistes et aux titres avant tout. Et tu fais bien de le rappeler. Écoutez, c'était super intéressant, encore une fois, hein, Bruno. En 5 mois, donc, pour faire un magazine. Tu veux que je me fasse engueuler. Écoutez, je pense que vous avez peut-être de nombreuses questions dans le chat. Vous allez pouvoir les poser. C'est tout de suite les questions-réponses. On attaque les questions-réponses. Vous pouvez en poser à Jean-François Thomas ou à Bruno. N'hésitez pas tout simplement les poser. On va pouvoir. Et nous, on est là à chaque fois. Bruno, il est là qu'une fois. Hein. Attention. Quelques-unes, c'est vrai. Que ce soit du coup sur Japan Expo, que ce soit sur Animeland, sur Bruno, sur peut-être ce que tu as fait hier soir. Comment tu sais déjà? Comment tu sais? Je sais pas. Et sur toi, non? Pas de question. Non, moi, pas besoin. Je crois qu'on avait eu une question sur... Ça, je me le... à chaque fois. Ça, je l'ai à chaque fois. Sur Instagram, on avait eu une question sur les réseaux de Japan Expo. Combien on attend de personnes un petit peu pour Japan Expo Orléans, en tout cas, un prévisionnel, une prévision? Entre 18 et 20. Voilà, par là. Entre 18 et 20 000, pardon. Oui, mais parce que 18 et 20. 20 personnes. En même temps, pour aller rencontrer Nagahama, c'était parfait. C'est idéal, ouais. Bon, pour l'avenir de Japan Expo, c'est plus compliqué, mais entre 18 000 et 20 000 personnes. Et les mètres carrés, j'ai du mal à... Les mètres carrés, c'est un petit peu plus grand que l'année dernière. Alors en extérieur, je me souviens plus des comptes qu'on a fait, mais un peu moins, on doit être à 13-14, je pense. 13-14, c'est déjà bien. Ah, c'est énorme, hein, on se rend pas compte. Ça fait un bel appart. Hein. Ah oui, c'est clair. Voilà, il y a 2 scènes. Et 2 scènes, oui, tout à fait. La scène Ichigo sur laquelle on aura Monsieur Nagahama. Ouais. Et voilà. Ah non, pas de billes pour pardon. Et un seiyuu. Voilà. Et puis on a la scène Sora où on a des activités et d'autres conférences. Ok, très bien. Grand Groot dans le chat qui demande: je ne pourrai venir que vers 10h30 à Japan Expo Paris. J'aurai certainement un billet zen. Où est-ce que je pourrais récupérer éventuellement les goodies? Comme tous les ans, à l'assistance billetterie. Donc quand on rentre dans le hall 7, il y a un comptoir où on récupère son sac en présentant son billet. Pas de souci. Et on stocke les sacs jusqu'à la fin du festival. Hein. Ouais, il y en a qui les récupèrent que le dimanche. Ouais. Pas d'inquiétude. Le but des sacs, ils sont préparés à la sueur de notre front. Donc, c'est qu'ils soient distribués. Ok. Purple Yakan qui demande: on pourrait envisager une peluche Shibino comme on voit sur la table avec un polo violet. Alors, à cause d'Ilias, c'est devenu trop cher le polo violet. Donc, je ne sais pas si on est capable de faire un. C'est ma faute, je suis désolé. Ouais. Un Shibino. Ça, c'était une version un peu exclusive qu'on avait fait pour la campagne de soutien pendant la pandémie. Là. On en avait fait, je crois, avec un badge, avec son QR code. Avec son petit badge et tout ça. Bon, ouais. Mais polo violet, non. Non. Les polos violets, c'est pour nous. Déjà, il y a beaucoup de confusion. Yoruki Dono qui demande: est-ce que tous les invités de Japan Expo Orléans ont été annoncés? Ah bah non. Bah non. Non, parce qu'on on en a un ce soir. Ah oui, bah non. Généralement,
On annonce aussi jusqu'au dernier moment. Donc on devrait en avoir dans l'émission dans 15 jours. Mais déjà, restez ce soir, il y a plein d'annonces. Une question pour Bruno Karakura qui pose la question suivante. Peut-on s'attendre à un magazine numérique Animeland dans les prochaines années ? On a eu fait quelques essais qui n'étaient pas vraiment porteurs. Donc pour l'instant, c'est pas l'ordre du jour. Même si je sais, tous les jours, on nous demande la version numérique des premiers Animeland parce que certains se revendent à prix d'or. Mais ouais. Voilà. Je vais ranger ma collection, moi. Donc pas dans l'immédiat, désolé. Ok. Mufuji qui demande est-ce qu'il sera possible de streamer au sein du salon et il aurait voulu avoir une date pour la première date de quoi qui stream sur le salon à Orléans. Oui, il y a juste un tout petit souci de couverture réseau, c'est que dans les halls et à cet endroit-là la 4G est pas géniale, mais si vous avez il n'y a pas de souci. Dites où vous êtes, ça nous fera plaisir. Salamèche 180 pour Bruno. À l'instar de ce qui se faisait dans les premières années du magazine Animeland, prévoyez-vous de refaire des plannings ainsi que des critiques des différentes sorties physiques DVD Blu-ray, voire éventuellement parler de l'actualité sur les différentes chaînes d'animé, manga, J1, etc. Alors les chroniques et critiques sur les DVD et Blu-ray, c'est quelque chose qu'on a remis parce que tout simplement, on pense que les gens qui sont capables d'acheter un magazine sont des gens qui achètent des éditions Blu-ray ou de certains coffrets luxueux. Donc, ça me tenait particulièrement à cœur de remettre ça au goût du jour. Et moi, quand j'étais petit, j'adorais feuilleter, voir un petit peu les sorties qu'il y avait. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a remis en place avec Joséphine. Et puis, pour le côté chaîne, tout ça, non, on va rester sur le site pour ça parce qu'on veut un contenu intemporel. Donc, en l'occurrence, ça ne collerait plus avec notre nouvelle ligne édito. Ok. Maxou76 qui demande pensez-vous que dans le futur il y aura ou bien comment ça non, vas-y. Pensez-vous que dans le futur il y aura de plus en plus d'artistes musicaux à Orléans ouais, il y en a déjà pas mal là. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Peut-être qu'il en veut plus. Des choses qu'on a déjà annoncées, des choses à annoncer. Il devait y en avoir un peu plus. Voilà. Il y a quelques-uns qui nous ont fait faux bon malheureusement là, mais après il y a des problématiques techniques qui font qu'on se limite aussi parce qu'on doit mettre de tout. On a dit on a 2 scènes. Sur cette scène, ça va se partager entre la musique, l'animé, le manga, le cosplay. Voilà, donc, mais par contre, la musique fait vraiment partie des choses qui sont importantes pour nous. Donc, il y en aura toujours. Et puis, si un jour il y en a X plus et que le festival a grandi de ouf, on aura plein de musique partout. Mais ça dépend de vous, d'une certaine manière. Fan de Gintoki qui demande à Bruno une interview de Samura ou une interview de Jacques Alexis. Tu rigoles, ça ressemble à une joke, non? Alors non, en fait c'est tout simplement Samura, c'est mon auteur préféré, c'est l'auteur de l'Habitant de l'Infini, et Jacques Alexis Romao, c'est un ancien mieux récupérateur de l'OM, pas spécialement dans mon cœur. Croisé ou... Si tu dois en avoir qu'une seule, ce serait laquelle? Je rêverais d'avoir Kawajiri. Moi, mon idole absolue dans l'animation, c'est Kawajiri, donc j'essaie de gravir lentement les échelons, mais voilà, Kawajiri. Pendant ce temps, Jean-François et Thomas ont une invitation pour de Arigato Podcast. Est-ce que Jean-François et Thomas seraient dispo pour une interview podcast? Ah bah oui. Ça dépend quand, dire que le podcast est super. Si Yoele dit que le podcast est super, on est carrément open pour faire une... voilà. Il faut que Yoele le dise dans le chat, parce qu'on va pas faire parler Yoele. Je confirme que le podcast Arigato est super. Ah bah voilà. Bon, il faut contacter les admins là pour échanger des coordonnées et on va vous mettre en contact avec les gens qu'il faut. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous voyez dans le chat? N'hésitez pas. Au comité, il y a des répétiteurs pour la connexion 4G à Japan Expo aussi. En fait, le truc qu'il y a, c'est que tout comme au Comiquette, les répétiteurs sont posés par les opérateurs. Donc, le jour où Free se réveillera pour mettre des répétiteurs 4G à Paris-Nord-Villepinte, vous aurez de la 4G. En attendant, Orange en a déployé pas mal. Ça marche bien. Bouygues aussi, SFR moins, et Free pas du tout. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on arrive plus ou moins sur la fin des questions. On va pouvoir vous faire gagner un beau Paris, petit cadeau. j'espère, parce qu'on n'en a pas d'autres. Oui, j'imagine que c'est de Paris-Nord-Villepinte.
Et après, est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il... il y aurait un moyen d'avoir un jour un concert Anisong? C'est gentil de poser la question, mais on l'a déjà fait, puisque en 2019, on avait le Anisong Festa qui était présent. Trop bien. Qu'on était en train de préparer le Anisong Festa 2e édition pour 2020 et Covid. Voilà, et pour l'instant, les Japonais, ils sortent du Covid. Mais ça reste dans le chapeau et ça pourrait bien ressortir rapidement. Et je veux bien fêter les 40 ans du film Macross si tu fais partie du projet et qu'on fait quelque chose. Mais on va déjà fêter pas mal d'anniversaires, donc il ne faut pas qu'on traîne trop si on veut avoir un petit peu de place. Je suis bien d'accord qu'il faut faire quelque chose pour Macross. C'est clair. C'est clair. Ton article de Animeland dont tu es le plus fier? Aucun. Dès qu'on termine un article, on vise tout de suite le prochain en faisant mieux. Ok, donc finalement pour toi ton meilleur article c'est le dernier que tu as fait à chaque fois? C'est le prochain? Non, on est toujours... moi comme je dis, j'écris pas sur mes coups de cœur ou les séries que j'aime bien, j'écris sur ce que l'on doit écrire, ce que l'on doit traiter, donc il n'y a pas spécialement de fierté. Je pense qu'on ne sera jamais au niveau du travail qui est produit par les artistes, donc dès qu'on a fini un article, dès qu'on a fini un dossier, un numéro, là par exemple, aussitôt le numéro fini, j'ai la tête au prochain et il faut faire mieux. Le prochain qui sera dédié à... J'ai essayé de Impossible, vraiment impossible. Mais par contre, c'est un truc qu'on va faire, c'est qu'on dévoilera sans doute notre line-up 2024. Ça, ce sera, je pense, assez intéressant. Mais ouais, non, il n'y a pas de fierté ou quoi. La seule, il y a beaucoup de joie, ça oui. Il y a beaucoup de joie dans notre travail, mais fierté, je pense, c'est un trop bien grand mot pour le travail qu'on produit. Les dernières petites questions un peu rigolotes, ou pas vraiment d'ailleurs. Vous avez eu des inquiétudes d'invités japonais sur la polémique française des punaises de lit? C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment sur curieusement, non. Non, pas eu de retour. Les invités japonais qui viennent à Orléans ne sont métro, j'imagine. Pas très inquiets de ça, a priori. Mais... J'espère. Les punaises de Lille. Les punaises de Lille, oui. Alors, c'était la braderie de Lille, tu veux dire, Yvan. Bon, allez, on va pouvoir vous faire gagner un superbe cadeau grâce à Asmodée. Et ce sera du coup Timeline Twist, qui est tout simplement un jeu où à l'intérieur, Thomas, tu me disais qu'il y a une carte. Il y a une carte. Parce que donc, c'est un jeu où on pose des événements dans l'histoire. Hein. Et une des cartes qui a été publiée par Asmodée pour Japan Expo dernier à Paris, c'est une carte avec l'événement Japan Expo à replacer donc, dans l'histoire de la timeline. On ne sait pas ce qu'il y a exactement sur cette Voilà, c'est très mystérieux parce qu'on leur a demandé pour la montrer. Mais on n'a pas eu. Donc voilà. Vous la découvrirez en gagnant vos jeux ou en allant l'acheter. A priori, c'est un jeu qui est très 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 drôle. De ceux qui y jouent nous ont dit que c'était hyper entraînant. La version Twist, c'est la version coopérative du jeu en fait. Voilà. Donc c'est vraiment très sympa. Il y a 3 gagnants, c'est ça, je crois, qu'on me fait un signe en régie. Donc on ne sait pas vraiment s'il y a 3, mais je pense que oui, hein, comme d'habitude. 3 gagnants pour 3 personnes dans le chat. Il faut taper tout simplement temps, 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 le temps. Donc voilà, vous tapez temps dans le chat et on tirera au sort juste après les annonces pour voir qui a gagné et on vous enverra ça incessamment sous peu. Avant ça, c'est évidemment les annonces de la semaine. Du coup, c'est parti, les jingles. C'est le moment que vous attendez tous, je le sais bien, les annonces de cette semaine et pas des moindres parce que voilà, on a Japan Expo Orléans qui arrive incessamment sous peu, qu'on a eu un peu de teasing la semaine, il y a 2 semaines de cela. Peut-être on va peut-être avoir des informations. On garde pour la fin en fait. On garde pour la fin tu veux? Non, on a dit qu'on commençait avec celui-là. Ou la prochaine émission. Non, la première chose qu'on doit dire c'est ça. L'application Japan Expo Orléans a été mise à jour. Puisqu'on nous le demande souvent et effectivement là ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, vous pouvez préparer votre déplacement sur le festival, réserver votre temps, votre planning, tout est prêt et sera rempli avec tout ce qu'on va annoncer ce soir, en plus de ce qui a déjà été annoncé. Eh bien je vous propose qu'on commence tout de suite avec un invité et pas des moindres. Oui, puisque donc la semaine dernière, M. Nagahama nous a fait le plaisir de faire une petite vidéo et il a annoncé qu'il viendrait avec. Et donc cette semaine, on a le plaisir de pouvoir enfin vous parler de ce membre d'un groupe de J-pop qui est Nine. Nine, tout à fait. Qui est donc Seiyu, puisque... Elle a fait notamment Cutie.
Dans Space Dandy. Elle a travaillé sur des personnages de Hunter x Hunter, dont on parlait tout à l'heure. Tsubomi Takane dans Mob Psycho 100. Et puisqu'elle vient avec Monsieur Nagahama, c'est parce qu'il y a une petite, un petit lien dans leur actualité, une petite connexion. C'est qu'elle est effectivement la voix du personnage principal de Uzumaki, à savoir Kirie Goshima. Voilà. Ok, trop bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est que son nom? Et elle s'appelle... Blague à Yvan, désolé. Voilà, je rends hommage à notre maître. Donc, elle s'appelle Uki Satake. Donc voilà, elle sera là. Voilà, elle sera là les 2 jours. Elle sera là les 2 jours. Elle fait une conférence avec Monsieur Nagahama, mais aussi une conférence seule titrée Une voix versatile, pour avoir le détail, parce que j'imagine que ça va parler du métier de comédien de doublage. Et pour avoir le détail, nous vous invitons à aller voir sur l'application mobile qui vient d'être mise à jour, où le programme sera uploadé rapidement. Parce que j'avoue qu'avec ce titre-là, on va avoir du mal à vous expliquer exactement de quoi il en retourne. Je crois qu'on a une vidéo, donc on va nous la lancer tout de suite, tout simplement. Bonjour à tous, je m'appelle Uki Satake. Japan Expo Central に初めて参加します。2023年10月28日、29日の2日間、フランスのアニメ大好きの皆さんに会えることをすごく楽しみにしています。ジェ・デュ・ドゥボア・アビアントア・ジャパンエキスポ。Uki Satake sera présente le 28 et 29. Et petit disclaimer, elle vient bien pour son travail de seiyuu et pas de chanteuse. Comédienne de doublage. Ouais, comédienne de doublage et pas de chanteuse du membre de groupe de J-pop Nine. On continue avec un nouvel invité. Encore un comédien de doublage. Comédie de doublage. Français. D'ailleurs, ce soir, c'est un peu la thématique. Ouais. Donc, on a le plaisir d'accueillir un comédien de doublage français, la voix de Natsu dans Fairy Tail. De Toge dans Jujutsu Kaisen. Et continue de faire tout son CV. Bah oui, allez. Mais après, moi, je connais pas bien cette série, donc je sais que c'est une série live quand même. Donc il a de Levi Schmidt dans Grey's Anatomy, c'est une idée de. Et il double aussi l'acteur Noah Centineo. Je sais pas comment on dit d'ailleurs. Centineo dans The Recruits, et aussi à tous les garçons que j'ai aimés, mais surtout dans The Foster, c'est lui qui fait la voix ou pas? Je sais pas. Alors là. Voilà. Très bien. Un comédien de doublage. Et donc Arnaud Laurent sera parmi nous. Ouais. Il va parler de son travail en conférence et il sera bien sûr disponible en dédicace les 2 jours. Très bien, on continue. Et oui, c'est lui, Arnaud Laurent. Yoruki Dono. Exactement. On continue sur le doublage. Voilà. Le doublage, toujours. La reine. La reine du doublage. Qui double le roi des héros shonen. Exactement. Brigitte Lecordier. Il nous fait le plaisir. Non, il faut le faire avec l'accent américain maintenant. Lecordier. Depuis les prix de Crunchyroll, c'est Brigitte Lecordier. Voilà. Et qui nous fait le plaisir de venir après son comment on peut dire ça, sa performance live à Japan Expo, où elle avait doublé en direct un webtoon, etc. On a essayé de le remettre en place là pour Orléans. C'était un peu compliqué au terme de planning et autres. Donc elle viendra présenter des petits bouts de making-of de cette expérience-là. Et elle sera là le dimanche pour une conférence. Et des dédicaces. Écoutez, si vous avez loupé peut-être une des précédentes émissions où elle était avec nous, c'est super intéressant. On va disponible sur YouTube. Sur la chaîne de Japan Expo. Elle était prête à venir ce soir. On lui a dit non, mais on a déjà notre invité de marque. C'est bon. Je n'en doute pas. J'aurais laissé la place. On continue avec l'invité suivant. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un comédien de doublage, mais un influenceur japonais qui a débarqué à Paris à 20 ans, dans la personne de Tokyo Nojo. Voilà. On a eu la chance de l'avoir précédemment. Ouais, à Sud, à Paris aussi. Et là, il vient à Orléans et il parle des différences culturelles entre la France et le Japon avec énormément d'humour. C'est très, très drôle. De la nourriture, la langue, etc. Et il va faire une conférence qui est intitulée
comment je suis devenu parisien. Ça présage que des choses tout à fait intéressantes. On dirait le titre d'un light novel. Voilà, et ça là, les 2 Moi jours... réincarné en parisien. Et en dédicace. Voilà, ensuite on change un petit peu de sujet puisqu'on part dans la sphère amazing. Oui, avec un groupe aux sonorités pop et R&B, inspiré de tous les groupes de K-pop, mais c'est un groupe français. Voilà, les Starseeds. Ouais. Qui ont un mode de production qui est très très professionnel. On a vu plein de vidéos de lancement de chacune des artistes qui montent le groupe. Ça prend vraiment tous les codes de la K-pop. Donc ça va être très intéressant à découvrir sur le festival, puisque c'est un petit peu... ça sera leur premier showcase, parce que là, elles ont révélé pas mal de vidéos, etc. C'est leur premier showcase et on est très content de les accueillir pour ce showcase le dimanche. Très bien. Belle curiosité. Et on voulait revenir un petit peu sur les stands aussi, qui seront présents à Orléans. On avait parlé un petit peu la dernière fois et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de mises à jour, notamment dans les animations avec des stands de cosplay. Ouais, avec... Cosplay et Génération Multiverse qui présenteront des photocalls, des ateliers, des animations. Et pour les fans de Saint Seiya, Saint Seiya Miss Close News fera découvrir des dioramas avec des Miss Close dedans. Voilà. Et c'est hyper bien fait. C'est très très beau. On voit quelques photos là. Donc ça, c'est top. Et sur la partie jeux de société, on est content d'accueillir à Orléans pour la première fois la boutique Parkage qui va animer un bel espace puisqu'on va avoir 36 mètres carrés de tournois de jeux de cartes, de présentation des démos, jeux de société, etc. Il y a en plus leur stand qui sera là pour vous proposer les produits en vente, mais il y a un espace super sympa. Ils vont mettre en place une braderie avec tout un tas de promos sur des jeux qui sont à vraiment bas coût, donc c'est sympa. C'est parfait pour découvrir en fait des nouveaux jeux. Et on va bientôt communiquer sur la liste des tournois de cartes avec les prix qu'il y a, etc. Donc il ne faudra pas rater sur le site et les réseaux sociaux. Parkage, c'est vraiment une boutique de référence dans l'univers du jeu. Et ils invitent en fait les éditeurs pour les démos, pour les tournois. Donc il y a moyen de découvrir des choses. On ne connaît pas tout le programme parce que c'est assez énorme en général, mais ils vont notamment faire des choses autour de Yu-Gi-Oh, de Magic, de Lorcana, de One Piece, de Pokémon, enfin voilà. Il y a de plus en plus de jeux de société aussi qui se développent autour de l'animation du manga, avec de la création parfois même de jeux, donc c'est pas des choses qui sont importées du Japon, donc ouais, c'est de plus en plus intéressant. Oui, Don't Panic Games en fait, ouais, c'est vrai. Mais on avait travaillé, c'était sur cet été où on avait un jeu en avant-première justement, très sympa sur. Comment ça s'appelait déjà? C'était Sushibot. Ouais, il y a eu Sushibot. Mais c'est marrant parce que tu vois, par exemple, nous on a localisé, enfin je dis nous, Don't Panic Games, c'est une société sœur un peu avec Animeland. On a localisé le Cowboy Bebop, tu vois, par exemple. Alors, Cowboy Bebop au Japon, c'est pas grand chose en réalité, c'est culte aux États-Unis ou chez nous. Mais du coup, tu touches un public qui est totalement différent et parfois même qui connaît pas trop l'animation Jap, tu vois. Et par contre, avec des mécanismes de jeu, etc., tu les intéresses. C'est des super connexions, c'est un moyen sur place d'intéresser des gens qui s'intéressent pas forcément à ludique. Et surtout, c'est hyper fun. Ça veut dire que vous allez découvrir des jeux, vous asseyez, vous avez une expérience comme ça. Ça va durer, souvent, c'est des trucs qui vont vite. Plutôt vite. Une petite demi-heure et vous repartez avec plein de trucs, plein de souvenirs dans la tête. Et puis ça vous a changé, vous êtes assis, ça repose un peu, c'est pas désagréable. Donc on cumule tous les bénéfices. On a listé là Yu-Gi-Oh, Magic, Lorcana, tout ça, c'est tout à fait. C'est ça. Et on a aussi confirmé 16 stands que vous retrouverez sur le site web. Donc du cosplay, des jeux vidéo, des combats de sabre laser, culture traditionnelle bien sûr. Danse, jeux de société, ça on l'a vu, les arts martiaux et le maquettisme qui, pareil, fait partie des choses qui sont importantes dans l'ADN historique du festival. N'est-ce pas? Il y a toujours les stands amateurs aussi. Oui, les sabres laser. On les a déjà mis en ligne. C'est-à-dire que si on veut voir la liste, ils sont disponibles en ligne et souvent ils remplissent leur page, mais pas assez, parce que c'est à eux de remplir leur page. C'est ça. Et ce serait bien, les amis, d'y aller, s'il vous plaît. C'est un message que nous vous passons.
La toute première fois que je fais Japan Expo, c'est pour prendre mon stand de dessin avant d'être. Tu lis dessin aussi. C'est la première fois que je mettais les pieds dans un. On a tellement eu l'habitude d'avoir notre stand à côté de celui d'Animeland dans la rubrique fanzine que ça nous ferait bizarre qu'il n'y ait pas de stand fanzine. Même si aujourd'hui, à l'époque, c'était des fanzines d'articles, aujourd'hui c'est plutôt que du dessin. Ça a beaucoup évolué. Ah, oui. Mais voilà. C'était fou pour moi de découvrir ça. J'arrivais pas du tout d'une grosse ville avec tout ça. Et d'un coup, je vois plein de gens qui créent, qui dessinent, qui font leur propre Shonen Jump, etc. C'était fou. Et ce qui est assez génial, c'est que ils ont leur espace et en fait, ils recréent un univers sur leur table. Parce que comme ils sont nombreux, ils débordent d'imagination pour se différencier des voisins. Ouais, c'est vrai. Et ça donne des tables qui sont en général magnifiques. Quoi. Enfin, j'ai vu une fusion entre Naruto et Cheetos, les biscuits là et tout. Tu vois, des trucs. Bon, Shueisha, vous passez pas par là. Parce que si tu passes par là, c'est de la création innocente, c'est ça. Oui, c'est rigolo. Puis il y a une vraie plus-value créatrice là. On arrive du coup sur la fin des annonces, de très belles annonces encore une fois. On en garde encore un petit peu sous il y a des chances coude, pour la prochaine émission. Avant de nous quitter, évidemment, je ne vous ai pas oublié les 3 gagnants du jeu Timeline Twist sont du coup Tsubaki 1977, Illusion et Blue Pixie 13. Voilà, vous êtes les 3 gagnants. Bravo à vous et merci à Asmodée. Merci à Asmodée. Qui nous enverra les jeux très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à contacter directement Japan Expo. En MP. Je peux offrir un Animeland 2 aussi au premier qui écrit un petit mot ou ça dérange? Allez, vas-y. Vas-y vite. Voilà, le premier qui marque l'auteur les 2 premiers qui marquent l'auteur de Akira, je leur enverrai 2 exemplaires de. Allez, les 2 premiers qui écrivent dans le chat le nom de l'auteur d'Akira. Toriyama. Toriyama, oui, non, j'étais rassuré. Voilà, c'est Clan Strife 5 et Arigato Podcast. Désolé, je vous fais bosser, mais bon, tant qu'à faire. On note les noms. Et surtout, allez vite contacter un MP pour donner vos coordonnées, parce que après ça se perd un peu et ça devient compliqué à vous retrouver. Pardon, désolé copains, je vous fais bosser. Arkadiusz Milik, mais qui c'est fan de... C'est un attaquant polonais, n'importe quoi. Bon, en tout cas, merci pour ce cadeau. C'est toujours cool merci beaucoup pour le cadeau. Du coup, j'ai les mains vides. Vous avez bien eu raison de venir, n'est-ce pas? Et double lot. Double dose. C'est très bien ainsi. Écoute, merci beaucoup Bruno pour cette soirée. Franchement, c'était super intéressant. Vraiment, on peut t'écouter parler pendant des heures sans souci. La prochaine fois, en fait, nous, on laisse Bruno. On prend la tête après. Mais merci beaucoup l'invitation, c'était sympa. Mais tout le plaisir est pour nous. Donc, ne pas rater la nouvelle formule. Et ne pas rater. S'il vous plaît, c'est important, magazine indépendant. Allez le réserver maintenant. Après quoi sur le site. Et après, la vérité, sera celle du lectorat. Donc, si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, il faut le dire aussi. On n'est pas uniquement là pour récolter les lauriers. Et ça, du coup, on vous rappelle que toute l'émission est disponible sur YouTube très très vite, sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. Mais ça, vous le savez déjà, mais ça fait toujours du bien de le rappeler. On se donne rendez-vous du coup dans 2 semaines, le lundi 23 octobre, pour une prochaine émission juste avant le salon. Donc ça va le lundi d'avant. Dans le lundi d'avant. Et on se retrouve du coup à Japan Expo le 28 et 29 octobre à Orléans. Voilà, le 28, moi. Et on pourra te croiser du coup aussi, je pense. En dédicace ces conférences. Tu sais pas encore, t'inquiète. Ok. On vous donne aussi rendez-vous mercredi prochain pour le Japan Expo Memories avec la conférence de Naoki Urasawa. On s'est dit que exactement, pour rafraîchir la mémoire de tout le monde, rien de tel que la belle conférence qu'avait donnée Monsieur Urasawa. Je sais pas si on mettra des petits extraits parce que quand il était venu, il avait quand même fait aussi un concert Urasawa à Japan Expo. J'ai raté. Avec Emenoué où il chantait toutes les chansons qu'il a composées pour Tokyo Century Boys en fait. C'est trop bien. Voilà. C'est très bien. Le concert est dans le replay, c'est confirmé. C'est parfait. Si tu l'as loupé, mercredi prochain, tu peux faire séance de rattrapage sur la chaîne Japan Expo Memories sur la chaîne de Japan Expo. À quelle heure? À quelle heure? C'est pas marqué. Celui qui répond pas marqué dans le chat. Pour moi, c'est à 16h. On peut nous donner dans le chat, c'est vrai que c'est pas marqué. Mais voilà, vous ne le louperez pas. 17h. 17h. Évidemment, à 17h. C'est à 17h, fallait demander. Voilà. Tout simplement.
Écoutez, on vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée, une bonne semaine et on se dit à très vite pour la prochaine émission de En route pour Japan Expo. Ciao, ciao. Ciao, bye bye. Merci à tous. Merci à tous.